Bonjour, vous écoutez Entretien avec un dentiste, le podcast qui met de l'humain dans le monde dentaire. Je suis Florence Etcheverry, chirurgienne dentiste et ici votre hôte. Entretien avec un dentiste, ce sont des rencontres de personnalités du monde dentaire qui se sont frayées un chemin différent pour accéder à leur réussite. Ce sont des séries thématiques pour aborder des sujets qui le sont peu dans notre cursus. Et c'est une newsletter mensuelle pour vous partager les actualités du podcast, mes rencontres, mes découvertes de livres, médias ou podcasts. Je vous donne rendez-vous pour un épisode toutes les 2 semaines, quand j'y arrive. Abdel Awacheria est un patient. Pas mon patient, mais un ancien patient victime de dentexia. Ce centre dentaire low cost, créé en 2012 par Pascal Station, qui a fait l'objet d'un gigantesque scandale sanitaire. En 2016, suite à la liquidation de ces centres, des milliers de patients se retrouvent dans des situations physiques, psychiques, financières catastrophiques, avec des plans de traitement inachevés, voire pas encore commencés, plans de traitement réalisés dans un unique objectif mercantile. La majeure partie de ces patientes, déjà en situation précaire, la promesse de ces centres étant de proposer aux plus démunis des soins moins chers qu'en libéral, se retrouvent à la fois édentés et endettés. Le ticket d'entrée chez Dentexia étant l'avance intégrale des frais des soins. Abdel Awacheria, docteur en biologie, chargé de recherche au CNRS, fondateur du collectif contre Dentexia, puis cofondateur de l'association La Dent Bleue, est venu me raconter, dans une série en 4 épisodes, cette histoire très médiatisée. Notre objectif commun ici n'est pas de condamner des personnes, mais bien un système défaillant rendu possible grâce à la loi Bachelot promulguée en 2009. Dans tout notre échange, il sera question de chercher collectivement, patients et chirurgiens dentistes, comment co-construire une dentisterie plus respectueuse de l'humain et tenant compte des vulnérabilités de chacune des 2 parties, mais aussi du système. Vous allez découvrir le 2e épisode de la série avec Abdel Awacheria, fondateur du collectif contre Dentexia. L'énergie du désespoir. Bonjour, j'étais à Lyon tête d'or, j'ai avancé l'argent, à ce jour aucun soin, mais la douleur. Mais plus de sous pour aller voir ailleurs, même endetté, je pense chaque jour de mettre fin à ma vie, ceci est peut-être mon destin. 4 mars 2016. Merci à vous. C'est une catastrophe. Je vais devoir continuer un crédit jusqu'en 2019 via France Finance, service apporté par Dentexia en restant édenté. Je n'ai qu'une seule envie, disparaître, m'endormir et ne jamais plus me réveiller. C'est ignoble de jouer de la santé des gens en prenant leur argent sans finir leurs travaux et leur engagement. Message du 8 mars 2016. Je suis dans une grande détresse financière. Je me suis fait arnaquer par ce centre. Je ne sais pas quoi faire. Pouvez-vous me contacter ? Donc début 2016, juste après la liquidation de Dentexia, tu crées le collectif juste après ? Alors c'est pas juste après, la liquidation elle est prononcée le 4 mars 2016 et la création du collectif c'est le 6 janvier 2016, donc c'est plusieurs mois avant. Et en fait ça a son importance parce que ça nous a permis de comprendre un peu ce qui se passait et d'agir en fait au plus tôt sur la situation, en sachant qu'elle a été bloquée pendant longtemps et qu'on a bien fait de se mobiliser, de se fédérer en fait assez tôt. Et en fait, la création début janvier 2016, elle fait suite en fait au fait que les centres, on apprend que les centres Dentexia sont en redressement judiciaire, et donc on essaye de voir comment réagir. Alors moi, à titre personnel, je me rends dans un des centres au retour des vacances de Noël, de fin d'année, des congés de fin d'année, parce que j'ai une rage de dents sous une couronne qui m'a été posée chez Dentexia, et donc une pulpite aiguë. Et je suis en vacances à Montpellier à ce moment-là, et il n'y a aucun dentiste qui accepte de me perforer la prothèse qui m'a été posée, en me disant non, on ne veut pas faire ça, il faut que vous retourniez à Lyon, c'est pas très loin. Et donc je vais à Lyon, j'attends un peu, je vais à Lyon, et en fait les centres ne sont pas en capacité de me soigner, et donc je vais de centre en centre et de dentiste en dentiste jusqu'à en avoir un peu assez.
parce qu'une rage de dents c'est pas tout à fait agréable. Mmh. Et c'est là que Et comment tu le vis ça, le fait que tu t'es reçu chez des dentistes, donc ou un dentiste déjà au début pour une douleur aiguë, pour être soulagé, et finalement l'acte aurait pu se faire, quoi, et ce refus, c'est du refus de soins finalement. Tu l'interprètes comme ça dès le début ou? Alors, quand je suis à Montpellier, je l'interprète pas comme ça, parce qu'en fait, les praticiens, j'en vois 2, je crois, qui me disent, bah non, c'est plus simple de retourner à Lyon, parce que c'est là-bas que ça se passe, et en fait, nous, on va pas vous faire grand-chose ici, on va juste vous perforer la prothèse, et en fait, il faut qu'on vous traite la dent, donc ça va être un peu plus compliqué, et c'est de l'urgence, en fait. Donc, je repars à Lyon, et donc j'arrive dans le premier centre Dentexia, parce qu'il y en avait plusieurs, et il y avait une transhumance de patientèle, en fait. Donc les patients ou patientes pouvaient être routés vers différents centres. C'est pas suivi dans un centre unique. Ça a été l'un des problèmes aussi au plan sanitaire et au plan financier qui s'est déclaré après. Donc je vais dans un des centres Dentexia et les personnes me disent non, on peut pas te soigner, le centre il est en train d'être fermé, il y a plus d'activité en fait. Et alors je dis au dentiste mais c'est complètement pas assez grave quoi. Et on me dit mais il faut aller aux urgences. Alors je vais aux urgences dentaires de Lyon. Déjà j'apprends qu'il n'y a pas vraiment d'urgence dentaire à ce moment-là avec un service qui serait ouvert 24 heures sur 24. Et donc je vais à l'hôpital et on me dit bah non, si vous venez de Dentexia, vous avez qu'à y retourner. Après je me dis là ça va peut-être être un peu plus compliqué que ce que je pense. Et je commence à prendre des rendez-vous, à donner des coups de fil, et à chaque fois on me répond bah Dentexia non. Alors j'étais suivi en libéral avant d'aller en centre de santé chez Dentexia, et j'étais allé en fait en centre de santé chez Dentexia parce que ma mutuelle me l'avait conseillé, parce que ma dentiste ne pratiquait pas d'implantologie. Et donc elle m'avait dit il faut que tu ailles ailleurs en fait. Et donc j'appelle le cabinet libéral dans lequel j'étais suivi. Malheureusement ma dentiste n'était pas présente à ce moment-là, elle était toujours en congé. Et donc je me mets à errer comme ça, et je tombe une fois sur un soir. Donc tout ça il faut le contextualiser dans le cadre d'une rage de dents permanente, c'est-à-dire que j'ai mal tout le temps. Une rage de dents, ça se calme très peu, en fait. On prend des antalgiques, mais si la prothèse est pas perforée, il n'y a pas de possibilité que ça aille mieux, en fait. Donc Non, la pression est telle. C'était absolument terrible. Et puis j'avais cette espèce d'abcès un peu latent, mais qui trouvait pas de solution non plus. Ça allait, j'avais mal à un œil, enfin ça commençait à devenir un peu compliqué. Et donc je tombe sur un dentiste qui me dit de toute façon vous trouverez personne pour vous soigner, vous avez qu'à retourner chez Dentexia, il y a qu'eux qui peuvent vous soigner ou qui doivent le faire. On n'a pas à nous à payer les pots cassés d'un système qu'on estime bancal. Donc là je retourne chez Dentexia et je me dis là je vais les forcer à me soigner. Et c'est comme ça que le 6 janvier j'arrive à l'ouverture, soi-disant à l'ouverture, le centre ouvrait plus trop, mais il y avait quand même des patients qui étaient devant. Et c'est là que je croise ce couple qui avait des fils noirs qui leur serraient les gencives parce qu'elles avaient plus de dents. Le couple, les deux personnes du couple n'avaient plus de dents dans la bouche, on leur avait tout enlevé et elles sortaient démunies pour aller je ne sais où. Et d'ailleurs je leur pose la question, je leur dis vous allez où comme ça, et les deux personnes me répondent on sait pas, on sort sans dents avec des fils dentaires dans la bouche qu'on a depuis 3 semaines. Et donc je rentre dans le centre et là je prends conscience en fait de l'ampleur du problème parce qu'il y a 2 personnes qui veulent voler des ordinateurs, qui sont 2 victimes qui sont hyper agressives en disant j'ai payé par avance, on entend que le centre est en redressement, je vais pas pouvoir être soigné, je vais récupérer mon argent. Alors les personnes évidemment qui travaillent pour Dentexia qui sont dans le centre leur répondent qu'il n'y a pas d'argent en fait dans le centre, on peut pas les rembourser comme ça, c'est pas un buraliste en fait, un centre dentaire, c'est pas un débit de tabac, on n'a pas de caisse en fait, c'est pas aussi simple que ça. Et donc ces 2 personnes se mettent en colère, veulent arracher des écrans, etc. Donc il y a une part de chaos à ce moment-là. Et puis il y a des discussions avec un dentiste ou 2 qui se trouvent encore dans le centre et qui essayent de ramener ces victimes à la raison. Et finalement, ce qui se passe, là encore, 3e exemple de réalité ambivalente, c'est que je distribue mes cartes de visite en fait aux assistantes commerciales qui avaient vendu les fameux plans de traitement et aux dentistes en leur disant en fait la solution elle peut pas venir de vous aujourd'hui parce que vous avez même pas de quoi soigner, c'est pas de compresse, rien n'est présent, il y a plus de consommables, puis en plus vous avez même plus envie de soigner, c'est-à-dire vous faites de la médecine de guerre quoi. Et moi j'ai pas envie que
que les choses tournent mal. Alors, il y a un dentiste quand même qui essaie de me soigner, qui me perfore la prothèse et qui me casse ma racine en deux. Voilà, donc c'est ça qui se passe à ce moment-là, et je suis pas très content, et lui non plus. Et en fait, donc je distribue mes cartes de visite, et donc ça c'est le 6 janvier, et 2 jours après, j'ai reçu 80 coups de fil d'autres victimes qui m'appellent, qui disent on a eu votre numéro parce que dans le centre, les assistantes cliniques nous l'ont donné, tel dentiste, telle personne. Alors pas les gestionnaires se gardaient bien d'aider, mais il y avait un peu sous le manteau comme ça, le message était passé aux victimes qu'il y avait la création d'un collectif. Et là, je vais sur Internet et je me dis, mais on me dit que je suis en train de créer un collectif, alors que j'avais même pas idée de ce que ça pouvait être que de créer un collectif. J'étais juste en train d'essayer de fédérer un groupe avec des victimes qui avaient les mêmes problèmes que moi. Donc c'était très égoïste au départ, et j'assume, c'était de me dire comment, en partant de ma propre problématique, je peux arriver par cercle concentrique à faire en sorte qu'on soit plusieurs pour trouver des solutions. Et donc ça passe de moi tout seul à 80. J'ai un coup de fil de Rosario Matina qui était suivi à Marseille une année auparavant, qui avait donc utilisé tout l'héritage du décès d'un de ses parents pour se refaire les dents. Il souffrait d'une maladie parodontale aiguë. Alors pas une gingivite, mais vraiment une parodontose stade terminal, donc il fallait tout enlever. Enfin, ils lui ont tout enlevé dans le centre. Je dis il fallait, j'en sais rien, mais au moins, ce qui est sûr, c'est qu'on lui a tout enlevé. Ça a été fait, en tout cas. Et donc, il avait payé 25 000 euros, une somme assez importante, et il se retrouve avec le rideau fermé, et pendant une année, il essaye de trouver une solution, mais il trouve pas. C'est-à-dire qu'il est sans dents, il va sur Internet, il trouve pas de solution, etc. Donc il m'appelle et il est évidemment très en colère. Et il me dit, moi ça fait une année que j'ai un collectif sur Marseille d'une centaine de personnes et on trouve pas de solution. Et on est exactement dans la même situation que vous. Et c'est Dentexia, sauf que c'est Harold de King. C'est un dentiste qui a une franchise qui fait partie de la franchise Dentexia, mais qui a pas appelé son centre dentaire Dentexia. Et donc voilà, je me dis il se passe ça à Marseille. J'apprends qu'il y a d'autres centres qui ont été créés donc à Châlons, à Paris, parce que j'ai des coups de fil aussi qui viennent d'ailleurs, qui viennent de Paris, de Châlons. Et comme le redressement il concerne toute la franchise, tout le monde est logé à la même enseigne, si je puis dire. Et donc à ce moment-là, on se dit, on a une première réunion, une dizaine de personnes sur Lyon. Et on se dit qu'est-ce qu'on peut faire. Alors on va voir des associations de consommateurs. 60 millions de consommateurs, etc., qui nous disent c'est pas un problème de consommation, c'est un problème sanitaire. Et donc, on peut pas vous aider. Donc, ils prennent notre cotisation, dans l'association d'ailleurs, et puis ils nous disent on doit vous aider. C'est de la consommation. Donc, c'est pas de la consommation, c'est de la médecine. Et donc, on leur dit ouais, mais on a tout payé par avance, c'est bien de la consommation. On a payé nos plans de traitement, on s'est endetté, etc., donc c'est de la consommation. Et ils nous disent non, c'est la médecine. Et là, donc, on se dit, on va aller du côté des associations de malades. Donc, on en appelle quelques-unes. Alors, comme il n'y en a pas en dentaire, c'est extrêmement difficile de trouver des interlocuteurs. Et on trouve des personnes qui nous disent, mais en fait, c'est pas un problème de médecine, c'est un problème de consommation, parce que vous avez payé vos soins, vous parlez d'argent, vous parlez d'assurance, vous parlez de choses qui, en général, vous concernent pas. Vous n'avez pas un problème sanitaire. C'était un problème complètement inédit, finalement. C'était une situation complètement inédite et pour laquelle il n'y avait pas de solution qui pouvait être sortie du chapeau. Et donc, on met une dizaine de jours à comprendre ça. Et à un moment donné, désespéré, parce qu'en même temps, j'ai ma rage de dents là, qui reprend, j'ai ma racine cassée, puis je commence à voir autour de moi aussi, le système des cercles concentriques commence par soi, et puis après on se rend compte qu'on n'est pas tout seul, et que l'autre souffre. Et l'autre est vulnérable, est un individu souffrant au même titre que ce qu'on peut souffrir nous-mêmes, voire plus, et souvent plus que ce que je pouvais souffrir. Disons qu'il y en a d'autres aussi où les souffrances se sont ajoutées, c'est-à-dire qu'il y avait la souffrance physique, la souffrance économique, la souffrance psychologique, la souffrance sociale qui s'ajoutaient à tout ça. Pour avoir lu et vu des témoignages de personnes qui ne sortaient plus du tout de chez elles. Alors ça, c'est un autre point, c'est la durée, c'est-à-dire que dans la durée, il y a des attributs particuliers du scandale qui sont mis à apparaître, notamment le désespoir. Mais il n'était pas forcément là au tout début. Au tout début, c'est frontal. C'est comme maladie aiguë, un choc aigu, un choc septique. On l'encaisse en fait. Donc c'est la sidération au début. Le problème des personnes qui commencent à vivre dans le noir, qui menacent de suicider, etc. Ça, c'est quelque chose qui se déploie. Parce que il faut prendre conscience qu'il n'y a pas de solution. Et cette prise de conscience, en fait, elle n'est pas évidente parce que
comme je disais au début, toutes et tous, on est allé dans ces centres en pensant que c'était des centres de santé tout à fait respectables et qui avaient été ouverts sous couvert de la loi, qui étaient autorisés par les ARS, et donc on était dans notre bon droit de patiente et de patient. Finalement, on allait là-dedans et on allait s'occuper de nous. Et c'est en comprenant au fur et à mesure, parce qu'on commence à donner des coups de fil, parce qu'on est désespéré, donc on essaie de trouver des solutions. Donc on appelle la DGCCRF, la répression des fraudes. On en était là, c'est-à-dire qu'on était en train de se dire, on nous dit que c'est pas médical et que c'est de la consommation. Quand on va voir une association de victimes, enfin de patients, et quand on va voir des associations de consommateurs, on nous dit l'inverse, que c'est pas du médical, que c'est pas de la consommation, mais du médical. Donc on se retrouve piégé sans solution. Donc on commence à appeler la DGCCRF, etc. Puis un matin, désespéré, j'appelle le standard du ministère de la Santé à Paris. Je trouve sur Google. Je me dis, je vais appeler le ministère de la Santé parce que je reçois des mails qui me font peur, en fait. Je reçois des menaces de suicide. Des personnes qui, au bout de quelques semaines, me disent, mais on peut pas vivre sans dents, en fait. On n'a plus de dents, on n'a plus d'argent. C'était leur situation. Ils avaient plus d'argent pour aller trouver des dentistes. Même ceux qui acceptaient voulaient pas le faire pour rien. Déposer des dents, ce qui est normal. Et d'un autre côté, elles mâchaient plus, elles avaient des dents en cire qui s'effritaient, qu'elles avaient depuis des mois, parce que comme Dentexia était en activité réduite depuis des mois, depuis septembre, voire même l'été 2015, toutes ces personnes, elles avaient par exemple des wax en bouche qui s'effritaient, et elles se retrouvaient avec des trous, des dents complètement jaunies, parce qu'elles pouvaient boire du café ou s'alimenter normalement, ce qui change la couleur en fait de ces cires. Ouais, les prothèses. Et ces prothèses sont pas destinées à rester quasiment une année en bouche, donc ça se casse, etc. Donc ces personnes se disent mais je vais où comme ça? Et donc j'en ai certaines dans le collectif, donc un peu moins de 10, je crois 9, qui m'envoient des menaces de suicide en disant de mettre fin à mes jours, etc. Alors d'un côté, je transmets ça aux médias en disant ça me dépasse. J'ai pas, moi, et on n'a pas, nous, dans le collectif qu'on a créé, à gérer des menaces de suicide, en fait, parce que ça dépasse nos compétences. Il y a un rôle d'accompagnant, un rôle d'aidant. Il tombe pas du ciel, en fait. On va pas se décréter, nous, en capacité d'aider des personnes qui sont dans une extrémité psychosociale. C'est très compliqué, alors même qu'on est malade et victime nous-mêmes, à ce moment-là. Donc, c'est compliqué. Alors là, je prends mon téléphone, j'appelle le ministère de la Santé, puis la standardiste, et c'est tout à fait louable, elle me dit je peux rien faire pour vous, parce que je sais pas qui vous passez au ministère, je vais pas vous passer la ministre, vous vous rendez compte, votre appel est complètement naïf, enfin voilà, vous êtes même pas à Paris, j'étais à Lyon, etc. Elle me dit mais ça peut pas marcher comme ça, et je lui dis mais je fais quoi avec ces menaces de suicide? Elle me dit moi à votre place, j'appellerai le défenseur des droits. Alors je sais pas ce que c'est un défenseur des droits à ce moment-là. Je lui demande, je lui dis mais qui c'est, etc. Elle me dit c'est pas une personne, c'est une fonction. Défenseur des droits. Ça existe en France. Si vous pensez que vos droits sont bafoués, vous pouvez. Et si vous avez des arguments qui permettent d'étayer l'hypothèse qu'il y a un scandale en cours, vous pouvez très bien le contacter et puis en fait expliquer ce qui se passe. Et donc elle me donne un numéro. J'appelle et puis une personne me répond et me dit qu'est-ce qui vous arrive? Et je lui raconte, je lui dis, là, dans le collectif, j'étais tout seul, après il y a eu 80 personnes, après 250, et donc à ce moment-là, au moment où je l'appelle, il y a 250 personnes qui se sont fédérées dans ce collectif contre Dentexia, et donc elle me dit, c'est quand même assez inquiétant ce qui vous arrive, parce que j'ai jamais entendu quelque chose qui se rapproche d'une telle situation. Et elle me dit, si ça se trouve, c'est pas 250 victimes, parce que ces centres de santé, s'il y en a 8, et qu'ils étaient tous en activité, forcément, c'est pas 250. Donc s'il y a un problème, il va être systémique, et on est à l'orée d'un scandale. Donc cette personne, elle comprend ça, et à ce moment-là, Jacques Toubon, le défenseur des droits, prend le dossier en main, on a des discussions, et il comprend l'étendue du problème à venir, dans lequel on a commencé à baigner, et c'est que le début. Et il écrit un courrier, en fait, au cabinet de Marisol Touraine, en expliquant qu'il faut faire quelque chose, que là, il y a vraiment un problème. Et c'est une aide majeure à ce moment-là, alors pas en termes d'aide sanitaire, parce que le cabinet de Marisol Touraine se dit, mais le problème, c'est pas nous, c'est la loi Bachelot. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour les victimes, là? On peut rien faire, en fait. Alors comme le Conseil de l'ordre est pas franchement du côté des victimes, parce qu'il commence à rédiger
des notes dans son bulletin mensuel qui dit qu'il faut pas reprendre les victimes et pas mettre les mains dans la bouche d'un patient d'Antexia et qu'il faut donc en fait ouvertement l'ostraciser. On se retrouve avec des dentistes extrêmement réticents à l'idée de soigner des victimes. On se retrouve avec un cabinet ministériel qui comprend pas ce qu'on lui dit ou qui comprend trop bien en disant nous on veut pas endosser la responsabilité des mandats précédents en fait, c'est pas notre problème. Donc il faut que vous vous retourniez vers d'autres acteurs, mais il n'y a pas d'acteurs. Et c'est ce qu'a bien compris le cabinet du défenseur des droits en disant mais il y a personne à ce moment-là qui peut les aider en fait. Et là s'engage une lutte dans la durée, et c'est là que le désespoir et la colère doit être commuté, c'est-à-dire que il y a une sorte de travail du pessimisme qui se met un petit peu en place et qui consiste en fait à transformer l'énergie du désespoir. C'est qu'on n'y croit pas à ce moment-là. Nous-mêmes, on se dit on va pas trouver de solution. Mais comme on n'en a pas, de toute façon on n'a rien à perdre. Et puis l'actuelle présidente de la Dent Bleue, Madame Teigel, Christine Teigel, elle a plus de dents dans la bouche depuis des mois et des mois. Son visage change de forme avec la résorption osseuse, etc. Elle se dit mais c'est pas possible. Et donc on a d'autres personnes comme ça qui arrivent vraiment à des extrémités de l'être, qui arrivent dans des états de désespérance très poussés, mais qui les met en condition un petit peu de se battre aussi. Et c'est là, on pourra en reparler après, il y a quelque chose de très particulier qui se joue avec le dentaire, c'est que, par exemple, en américain, toothless veut dire inoffensif. Il y a tout un process de dévitalisation qui se fait quand on est atteint au niveau de sa sphère dentaire. On n'a pas envie de se battre, en fait. Alors, il se trouve que c'est les personnes qui avaient mal qui se battaient, c'est-à-dire qu'il y avait une souffrance physique. Ouais, je comprends. Et qui n'était pas uniquement une souffrance liée à une sorte d'état qui se dégradait lentement. Mais il y avait quand même un corpus, un noyau dur de personnes qui avaient vraiment mal, ou qui étaient extrêmement en colère, comme Rosario Matina à Marseille, qui depuis 12 mois n'était pas entendu, en fait, par personne. Donc, on s'est mis ensemble et on s'est dit, mais comment on peut faire? Et c'est là qu'on a utilisé, pour faire court, en fait, à la fois les médias, qui pour le coup nous ont beaucoup aidés. Quels médias? Médias presse écrite, presse on a vraiment commencé au début par la base, c'est-à-dire presse écrite avec Lyon Capital. Guillaume Lamy était donc il était déjà très investi sur ce sujet. Et donc il a compris tout de suite ce qui se passait parce qu'il avait compris déjà avant les autres et il voyait juste se déployer devant lui la prophétie qu'il avait indiquée dans ses articles dont nous on n'avait pas connaissance et qu'on découvrait des articles de 2014 qui disaient ce qui allait se passer et donc on découvrait ça, on disait mais il a prophétisé le scandale et puis il n'a pas été entendu, donc il y a eu lui. Puis après, il y a eu les télés locales, donc France 3, etc. où là, c'était assez intéressant, parce qu'au début, comme beaucoup de victimes, on n'a pas envie de se montrer. Quand on forme un collectif, il y a toujours une dilution de la parole. C'est-à-dire que un collectif va agir collectivement comme un banc de poissons. Alors soit il est mené par des leaders qui vont se transformer en leaders charismatiques et qui vont monopoliser toute la parole, et ça peut représenter un danger. Alors il faut juste en avoir conscience. Moi j'ai tendance à me dire très souvent en fait, il faut faire attention en fait à ce côté-là, c'est-à-dire de se dire que quand on s'exprime, il faut toujours avoir en tête qu'il faut être légitime, mais qu'on exprime aussi un point de vue qui est éminemment personnel, quand bien même on veut l'exprimer au nom d'un collectif. Donc ça, faut toujours s'en méfier. Ou alors c'est un banc de poissons avec aucune tête qui dépasse, et là les télés savent pas qui interviewer, etc. Et donc nous au départ on était comme ça. C'est-à-dire que les télés nous contactaient en disant il nous faut des visuels et moi il m'est arrivé de répondre non, j'ai pas envie de témoigner, on a fondé un collectif, donc on a un collectif, on va faire une manif, vous viendrez nous filmer. Et là je dois rendre hommage à un journaliste lyonnais qui s'appelle Daniel Pajonc qui a pris une crise de nerfs et qui m'a dit c'est toujours pareil avec vous, alors qu'il était proche de la retraite, qui m'a dit je vais vider mon sac avec toi Abdel. Je vais te dire franchement, vous n'obtiendrez rien de personne si on n'a pas d'image et si on n'a personne qui parle. Il nous faut des gens qui parlent, il nous faut des affects à brasser, il faut qu'on puisse émouvoir, il faut qu'on puisse montrer du scandale. Si on n'a rien à montrer, vous n'aurez rien. Et en fait, je l'ai pris un peu de haut en disant non, mais philosophiquement, on est contre le fait de s'arroger la parole. On va organiser une manif dans quelques temps, on vous invitera, on vous enverra des invitations, etc. Puis il m'a dit, de toute façon, tu vas te rendre compte très vite que tu n'auras rien avec cette attitude. Et alors j'en ai fait part au cercle qui m'entourait, et on a pris la décision à un moment donné, parce que rien ne se passait. Il se passait rien, en fait, vu qu'on se montrait pas, il pouvait rien se passer, qu'on allait se montrer. Donc on a organisé
une réunion publique à Lyon. On a invité les médias qui sont venus et on a commencé à parler, à dire ce qui nous arrivait, avec aussi une subtilité, c'était que on a peut-être compris collectivement assez tôt qu'il y avait deux niveaux de message en fait. Il y a un message qui brasse des affects et qui se retrouve encore aujourd'hui de manière transversale dans la manière dont les victimes sont surmédiatisées. En général, parce que pour la télé, la radio, etc., c'est plus vendeur, j'allais dire, mais c'est pas le bon terme, c'est plus clair ou c'est plus explicite de montrer des personnes qui souffrent. En fait, ça fait adhérer un message qui a un contenu émotionnel. Et donc ça, c'est un premier niveau de lecture, mais on a saisi assez tôt qu'il fallait à chaque fois essayer de faire passer des messages qui étaient non pas politiques, parce qu'on se voulait apolitique, mais des messages qui allaient pointer la responsabilité, le dysfonctionnement, systémique en fait, et donc la loi. Et donc à chaque fois qu'on a montré des victimes, on disait oui, mais vous nous laissez dire aussi qu'on est abandonné et que c'est pas juste parce que c'est la loi Bachelot, parce que si, parce que ça. Et en fait, les journalistes nous laissaient faire ça, et ça nous a beaucoup servi en fait. Et je pense qu'on n'y serait jamais arrivé si on n'avait pas été sur les deux niveaux en fait. Et parce que le premier niveau, il était très bien pour obtenir une adhésion en fait, une sorte de consensus de la part du public en général, mais aussi des personnes qui étaient dans les cabinets, qui étaient décisionnaires et qui allaient s'identifier en fait à ce qui arrivait aux victimes. Mais d'un autre côté, on était aussi en train de dire il faut travailler sur le fond. Il n'y a pas que la forme, il y a le fond à travailler, parce que sinon, on n'aura pas de solution. C'est pas juste un scandale qui explose et qui fait une bulle de savon et qui retombe. C'est pas possible en matière dentaire que ça se passe comme ça, et c'est pas possible en général pour la santé, mais surtout en matière dentaire. On peut pas nous oublier au bout de 2 semaines. C'est pas possible, parce que nous, on va rester sans dents et sans argent. Et donc, c'est important de travailler dans la durée. Et donc voilà, il y avait une sorte d'intelligence collective stratégique avec beaucoup de discussions et de choses en interne, et je voudrais rendre hommage à toutes ces personnes qui ont fait partie de cette aventure collective et qui ont été juste extraordinaires dans la manière de canaliser l'énergie, en expliquant qu'on avait toutes les bonnes raisons du monde, d'être en colère, d'être aigri aussi parfois, d'être un peu pessimiste, mais qu'en fait, il y avait quelque chose qui pouvait transcender nos cas individuels, qui était justement de se dire, on va essayer de changer les choses collectivement pour que ça n'arrive plus aussi. Et ça, c'est un message qui a percolé jusqu'à aujourd'hui avec la dent bleue, c'est de se dire que les cercles concentriques qui partent de quelques personnes peuvent s'élargir jusqu'à être dans un collectif, dans une association, et puis ensuite donc exercer une influence sociétale pour changer les choses, non pas pour soi ou pour ses proches, mais pour les générations en fait à venir, y compris les personnes qui potentiellement seraient des victimes en puissance d'un système qui n'est pas optimal. Donc ça, c'est quelque chose qui se déploie, et c'est une aventure qui se fait collectivement avec la richesse des tempéraments divers et variés. Il y a un apprentissage humain qui est très très intense, très profond, très riche, quand on a participé à ce type d'aventure. Et je voudrais quand même dire un grand merci à toutes ces personnes. Je ne vais pas les nommer, il y en a beaucoup. On est plus de 3000 dans le collectif contre Dentexia, et on a pu obtenir certaines choses, pas tout, notamment le procès qui a toujours pas eu lieu et qui traîne depuis presque 10 ans maintenant. Mais on a quand même pu obtenir un certain nombre de choses que je pourrais détailler. Donc voilà un petit peu le défenseur des droits, le cabinet de Marisol Touraine. Et si ça prend autant de temps en fait pour qu'émergent des solutions, c'est que Marisol Touraine a la bonne et la mauvaise idée de commanditer un rapport à l'IGAS en disant c'est pas ma faute. Pourquoi la mauvaise parce que ça prend des mois. Pourquoi cette dichotomie? Parce que ça prend des mois, et qu'en fait on peut pas attendre des mois avec des rages de dents, des personnes sans dents, des wax qui tombent, des trous dans la bouche et des fils dentaires. Et donc c'est pas gérable. Et donc c'est une mauvaise idée pour ça, de se dire on va prendre en charge l'urgence, mais plus tard, quand j'aurai mon rapport. Ça, c'est juste suicidaire pour les personnes qui souffrent. Parce que à ce moment-là, elles n'ont pas de solution. Et puis, elles n'ont même pas la certitude que quand le rapport sera sorti, elles seront soignées. Donc là, on marche un petit peu... Finalement, il n'y a pas eu de changement de loi suite à cet événement-là. Mais la loi, elle a changé en 2023. 2023. Donc c'est des années, pas des années plus tard, et après tout un combat de lobbying, mais qui est pas une gestion de l'urgence. Là, il y avait une situation d'urgence à gérer, et la réponse
des autorités, c'est on va commanditer un rapport pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et finalement, le rapport, il est extrêmement clair. On est convoqué par l'IGAS. Donc l'IGAS, l'Inspection générale des affaires sociales. Voilà. Et cette convocation par l'IGAS, elle vient après des réunions au ministère de la Santé qui sont catastrophiques, où on est reçu à côté un local poubelle, la première fois qu'on s'y rend, dans une pièce complètement exiguë alors qu'on est une dizaine. On n'est pas écouté, on nous regarde de haut en disant mais vous êtes qui, vous voulez quoi, etc. On daigne vous accorder des entretiens, mais il faut pas que vous espériez quoi que ce soit. Et c'est là qu'avec les médias, on met en place toute une stratégie. Alors quand je dis avec les médias, avec l'aide des médias, mais en interne, on élabore toute une stratégie. On essaye de savoir comment infléchir le positionnement du cabinet ministériel. Et là, il se passe une chose, il se passe un événement en fait. C'est que Valérie Trierweiler rapporte le mot malheureux, la saillie de François Hollande, qui parle de sans dents et qui qualifie les pauvres de sans dents. Et en fait, Christine Teilleul, donc présidente de... Qui l'a fortement démenti, mais... c'était inscrit dans le bouquin de Valérie Trierweiler. Et là, il y a Christine Teilleul, me semble-t-il, je crois bien que c'est elle, je suis quasi sûr que c'est elle, qui propose, qui dit, pourquoi on se ferait pas appeler les sans dents? Parce qu'en fait, c'est réel. Elle avait plus de dents à la bouche à ce moment-là, Rosario Matina non plus, beaucoup d'autres personnes n'avaient plus de dents et n'avaient plus les moyens de se repayer des dents. Et du coup, on s'est dit, en fait, on va fabriquer tout un ensemble de banderoles, faire des rassemblements, etc., avec cette dénomination double de collectif contre Dentexia, et puis en même temps de sans dents. Et en fait, à la devise de Pascal Stechen, la meilleure dent c'est l'implant, on oppose une nouvelle devise qui est sans dents mais pas sans voix. Le fait qu'il y a nécessité de prendre en compte la parole des victimes, en fait. Et c'est pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, la reconnaissance à travers la loi du 4 mars 2002, la loi Kouchner, de l'importance de la patientèle, c'est la reconnaissance que les victimes et les usagers, les patientes et les patients ont une parole, en fait. Et que cette parole, c'est un savoir sur soi-même, sa pathologie, et c'est une parole qui est à même d'influencer, en fait, des cadres législatifs ou des événements en cours. Et donc, il y a cette compréhension-là, parce qu'on commence à se documenter, à essayer de comprendre comment travailler. Et on est plusieurs à essayer d'imaginer des stratégies qui soient pas des stratégies violentes, parce que comme tu peux l'imaginer, il y a quand même beaucoup de monde qui veut tout casser, en fait. Et donc, tout l'enjeu, c'est d'arriver à se dire comment on prend cette énergie qui veut tout casser et on fait en sorte que des personnes aient l'air tout à fait respectables à se rassembler, à faire des réunions et à discuter calmement avec tous les protagonistes. Là, on comprend aussi assez tôt que c'est pas en faisant la guerre aux dentistes qu'on va arriver à être soigné, parce que c'est eux qui posent les dents. Donc, ça sert à rien d'aller se mettre toute la profession à dos en disant que tous les libéraux sont corrompus, ce qu'on essayait de nous faire dire, c'est-à-dire qu'on avait été contacté par tout un ensemble de protagonistes qui venaient des centres de santé, qui nous disaient, je peux pas tout raconter là, mais ça a été énorme. On a été approchés par des personnes qui nous disaient, on va tous vous soigner en centre de santé, du premier au dernier, mais par contre, vous direz bien que c'est nous qui vous soignons. Moi, j'ai été séquestré à Toulouse par quelqu'un qui voulait monter un centre de santé, qui voulait que je dise ou je fasse passer des communications au cabinet ministériel en disant qu'il allait fonder un centre de santé, une chaîne de centres de santé qui était destinée à reprendre des victimes des centres de santé. C'était complètement hallucinant. Tu veux dire, qu'est-ce que t'appelles séquestré? J'avais rendez-vous avec quelqu'un qui m'a empêché de sortir de chez lui tant que je lui faisais pas un courrier, quoi. Une lettre que lui pouvait transmettre aux autorités en disant les fondateurs du collectif contre Dentexia me demandent de créer une chaîne de centres de santé, etc. Donc ça, c'est un épisode de trait d'histoire de vie parmi d'autres qui nous ont concernés, plusieurs membres actifs, on va dire, du collectif. On a entendu des choses hallucinantes du côté des acteurs qui avaient maille à partir du côté des centres de santé, et on a entendu des choses hallucinantes du côté libéral. Et on a entendu des choses hallucinantes du côté de l'État aussi. C'est-à-dire qu'on était au centre de plusieurs enchevêtrements d'influences en fait qui nous dépassaient en tant que patients et en tant que victimes, et on voulait pas en fait en entendre parler. Ce qui était important pour nous, c'était qu'à la fin, les victimes ne souffrent plus et puis aient des dents. Et c'est l'axe qu'on a gardé, et c'est pour ça qu'on n'a pas médiatisé tous ces épisodes qui étaient... Je peux pas tout raconter comme ça, mais il y a beaucoup d'épisodes, beaucoup de choses qui nous sont arrivées en fait, et qui étaient juste hallucinantes. Donc ça, c'est
c'est donc une stratégie qui se met en place. Et on essaie de s'inspirer de luttes qui ont produit des effets. Et l'une des luttes, en fait, qui, à titre personnel, m'a beaucoup inspiré, c'est la lutte d'un certain Henri Spira, qui est un des premiers, donc un Américain, d'origine belge, je crois, qui faisait les pubs dans les années 70 pour dénoncer la maltraitance animale, en fait, la cause animale. Et donc aux USA, il y a PETA qui s'est créé après, etc. Et en fait, Henri Spira a théorisé tout un ensemble de méthodes qui permettaient de manière non violente de sensibiliser à la fois le public et de faire passer des messages de lobbying en fait auprès des autorités. Et moi, j'avoue que j'ai été un lecteur d'Henri Spira à ce moment-là, de Peter Singer qui a repris un petit peu ses idées, les a démocratisées et les a appliquées en fait à la cause animale en fait tout simplement d'une manière un peu plus générale. Et Spira décrivait bien en fait tout un ensemble de mécanismes qui se sont avérés être assez vrais dans la lutte qu'on a menée. Et donc voilà, donc Valérie Trierweiler dit ce terme, rapporte la saillie de François Hollande, descendant. Et en fait, c'est un moment de bascule parce que il y avait pas mal de personnes âgées en fait parmi les victimes de Dentexia et qui avaient une moyenne d'âge qui était largement supérieure à 50 ans en fait. Hein. Et parmi ces personnes âgées, il y en avait certaines qui œuvraient dans des associations et qui avaient proposé de faire de la couture et de déployer une banderole immense sur la basilique de Fourvière avec les sans dents mais pas sans voix. Et en fait, pour faire court, on est contacté très rapidement par le ministère de l'Intérieur qui nous dit d'arrêter tout ça et qu'on va re-rentrer dans un cycle de réunions à Paris avec le cabinet ministériel pour vraiment trouver une solution. Et donc à ce moment-là, il y a le rapport de l'IGAS qui est publié et le ministère se rend compte qu'il ne peut pas lutter contre les assertions qui sont faites par cet organisme indépendant et qui explique très bien donc à la fois la genèse du scandale et puis qui décrit aussi très bien la nature du scandale. C'est-à-dire qu'on est allé à l'IGAS, on avait été convoqué, alors pas invité mais convoqué, et on s'y est rendu avec un diaporama de 108 diapositives avec ce qu'on estimait être la meilleure méthode pour se faire comprendre. On avait chiffré ce qui nous arrivait. Parce que ça, c'est aussi un point que... C'est-à-dire les photos de bouche... Non, ça sert à rien. C'est-à-dire que c'est ce qu'on a compris avec le ministère, c'est que quand on se rend dans des cercles qui ont une habitude de jouer avec des chiffres, le cas individuel n'est pas intéressant. C'est-à-dire que si on passe à la télé, il faut des cas individuels, des singularités qui s'expriment et qui font en sorte de brasser des affects. Mais dans des cabinets où on a une pensée un peu technocratique, ça ne fonctionne pas. On est allé, et Rosario Matina savait très bien le faire, on est allé à l'une de nos réunions au ministère avec des posters géants, avec des bouches, des personnes qui avaient des fils dentaires, mais plus de dents, avec des personnes qui, malheureusement, on a eu l'une des victimes qui avait eu des perforations multiples au niveau des sinus et qui tous les matins se réveillait dans une mare de sang et qui se prenait en photo. Et donc on avait mis des photos comme ça de cette personne lyonnaise qui se réveillait dans cette mare de sang avec ses sinus perforés, etc. et qui trouvait pas à se faire soigner. Donc c'était absolument dramatique. Qui travaillait plus, qui avait plus de vie en fait. Mais les regards se baissent et finalement ça a le même effet, pour prendre une comparaison qui peut être malheureuse mais je pense qu'elle est pertinente, que quand on est soumis en fait par exemple à des images qui nous montrent des personnes d'Afrique subsaharienne qui meurent de faim par exemple. On détourne le regard. On détourne et puis on dit de toute façon je peux pas rien changer, je vais pas mettre de l'affect là-dedans parce que de toute façon je vais pas pouvoir le commuter en quoi que ce soit. Puis en fait c'est pas un canal qui s'avère efficient. Et ça, on a compris que le ministère, parce que les personnes baissaient les yeux, puis ça servait à rien. Mais ce qui était audible et puis intelligible, et ça je le dis pour toutes les personnes qui s'inscrivent dans des luttes en fait nobles, on va dire, pour la reconquête de droits ou la conquête de droits tout court, ou pour la restauration de dignité, ou pour s'inscrire dans des chemins où on cherche à alléger de la souffrance, notamment physique en fait, mais mentale aussi. C'est qu'en fait, ce qui est très intelligible dans la pensée technocratique, c'est la quantiphrénie, le fait de quantifier. Donc, si on arrive et on dit, je vous montre des sinus perforés chez une personne,
un, ça va pas toucher, et deux, on va nous dire, oui, mais il y en a combien? Et c'est ce qu'on nous disait. Donc je disais, j'ai des menaces de suicide. Oui, mais combien? 10. Donc 10, c'est pas sûr qu'ils passent à l'acte, etc. Donc vous avez reçu 10 menaces de suicide. Voilà, point. Ça marche pas, ça. Alors que si on dit, et c'est ce qu'on a fait, en fait, à l'IGAS, on y allait avec un diaporama qui était ultra complet, où on avait sondé en interne, donc auprès des victimes dans un premier temps, donc on était passé maître dans l'art des sondages de toutes sortes. On avait essayé de faire une pré-étude sociologique, où on avait demandé aux victimes combien elles avaient payé leurs soins, par avance. Est-ce que c'était du crédit? Est-ce que c'était en espèces? Est-ce que c'était par carte bancaire? Elles en avaient pour combien de mois encore de traitement prévisionnel? Est-ce qu'elles avaient eu, sur un traitement par exemple de 10 000 euros, est-ce qu'elles estimaient en avoir eu pour la moitié du traitement, donc 5 000 euros, ou est-ce qu'elles étaient à 80% du plan de traitement? On avait demandé si elles habitaient loin ou pas des centres. On avait posé tout un ensemble de questions, des dizaines et des dizaines de questions, et on avait concaténé tout un ensemble de réponses. Moi, j'ai reçu 22 000 mails en 5 mois. Donc c'était énorme. Ah, la question qui me vient, c'est toi qui a une activité prenante aussi de chercheur, puisque c'est pas ton métier en fait de t'occuper de l'association. Ça te prenait, enfin je veux dire, ça a dû être des périodes extrêmement chargées quoi. Ça a été chargé, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que bon, j'essayais de travailler un minimum du côté recherche. Alors, ce qu'il y a de bien du côté recherche, c'est qu'on est dans de la durée aussi. On sort pas un article en un mois. Donc, de toute façon, l'article de recherche, on sait qu'il va se déployer sur une recherche qui va durer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc, de toute façon, c'est pas 5 mois dans la vie de quelqu'un qui va changer radicalement la donne. Donc, les grands enjeux, j'essayais de les tenir. Mais j'ai passé énormément de temps à faire que ça, en fait, 24/24. Pourquoi? Parce que j'avais mal. Faut pas l'oublier, j'avais toujours ma racine qui était cassée en deux, ma prothèse qu'on m'avait pas enlevée, et je trouvais pas à me faire soigner. Donc j'étais sous antibiotiques que me prescrivait mon médecin généraliste, et je prenais des antalgiques toute la journée. J'en étais au Codoliprane et à prendre des molécules qui étaient quand même pas très bonnes. Et dans le réseau qui s'est déployé, y compris quand tu parlais finalement de dentistes qui sont venus en aide aux victimes, on t'a pas proposé d'aide ou d'être soigné? D'un moment, en avril, c'est-à-dire que je traînais ma rage de dents depuis depuis fin décembre, en avril, la dentiste libérale qui me suivait auparavant m'a dit, parce qu'en fait, voilà, ce qu'il faut quand même dire, c'est que il y a eu cette idée à un moment donné, complètement saugrenue, de dire, voilà, les dentistes ne peuvent pas intervenir tant qu'il n'y a pas un certificat de situation bucco-dentaire qui permettrait de fixer l'état en bouche. Alors, si je qualifie cette proposition qui avait été faite par le Conseil de l'Ordre, qui avait été adoubée par le ministère, etc., de saugrenue, c'est parce que l'idée est mauvaise. C'est juste qu'elle rallonge encore des délais. C'est-à-dire que pour des personnes en souffrance, il fallait trouver des dentistes qui acceptaient de rédiger des certificats de situation bucco-dentaire. Alors, qui n'étaient pas du soin, mais il faut se rendre compte que les dentistes sur Lyon, beaucoup voulaient même pas entendre parler de la rédaction d'un certificat. Et donc, se disaient, on veut pas entendre parler de vous du tout. On veut pas vous recevoir. Donc, partez ailleurs. Donc, il y avait un déficit de dentistes qui allaient accepter de faire ces certificats. Alors, ceci étant dit, il y en a plein d'autres qui ont joué le jeu et qui ont fait des certificats qui n'avaient pas valeur d'expertise, parce que ça aussi c'est un autre souci, c'est-à-dire que quand on parle du secteur dentaire, c'est le secteur médical et les choses ne se résorbent que par expertise. Il y a des volets civils et des volets et puis un volet pénal qui passe par tout un circuit qui est bien connu, etc., qui est celui des expertises médico-judiciaires. Mais là, on n'était pas là-dedans, ça prend des mois de faire ça. Et là, c'était de l'urgence, c'était de la médecine de guerre qu'il fallait mettre en place. Donc, il y avait ce problème jusqu'à la fin du printemps, qu'il a fallu comprendre comment marchait ce certificat de situation bucco-dentaire, ce qui allait être inscrit dessus. Alors, on a co-travaillé... co-construit le document avec d'autres protagonistes, mais ça s'avérait être une usine à gaz qui a pris du temps et qui a conduit à rien, parce que de toute façon, le document n'avait pas valeur légale, et que la plupart des patientes et des patients qui ont pu l'obtenir n'en ont pas fait grand-chose, en fait, derrière. Alors...
On aime bien les usines à gaz. Les usines à gaz bureaucratiques. Donc ça allait. Ouais, c'est ça. Il y avait ce certificat situation bucco-dentaire, il y avait le rapport de l'IGAS qui était commandité par Marisol Touraine, et puis il n'y avait pas de solution sanitaire. C'est-à-dire qu'il y avait des dentistes qui sous le manteau soulageaient, et ça, c'est pour ça que je peux en témoigner. Je veux dire, le rôle du dentiste ou de la dentiste quand il est bien exercé, je le savais auparavant, mais ça me l'a vraiment fait voir d'une manière très aiguë, il est crucial en termes d'impact humain, c'est-à-dire que le dentiste soulage une souffrance, restaure, répare, et remet en selle, désaliène, augmente le nombre de degrés de liberté tous les jours. C'est-à-dire que prendre une décision ou faire un choix, c'est très compliqué qu'une rage de dents, ou sous des opiacés, ou sous du tramadol par exemple. Comment tu veux faire un choix si tu prends du tramadol parce que tu souffres? C'est pas possible. Donc tu peux pas conduire ta vie d'une manière très rationnelle, tu peux pas trouver des solutions pour toi. Donc tu restes soit terré chez toi, et c'est ce qui arrivait à une partie des victimes, qui sortaient plus, qui étaient dans un isolement social, et là vient s'intriquer ou s'imbriquer dans l'histoire cette dimension de vitrine et territoire de l'intime que revêt la bouche en fait. C'est pas anodin, les dents, c'est comme on a pu se le dire, c'est pas une entorse à la main, quoi. Les dents, ça va brasser toute une dimension symbolique qui va en fait outrepasser la simple pathologie qui serait traumatique. On parle pas de la même chose. Donc il y a quelque chose de très singulier qui se joue avec les dents, qui au-delà de la dévitalisation, du caractère inoffensif, comme j'ai dit tout à l'heure, ça dévitalise au sens littéral du terme, mais il y a aussi toute la symbolique qui vient avec, qui fait que les personnes qui ont des problèmes de dents vont pas se montrer pour aller se faire soigner, en fait, parfois. C'est tout simplement ça, c'est qu'elles ont, avant du renoncement aux soins, mais le pendant, c'est le fait qu'elles renoncent elles-mêmes aux soins de manière proactive en disant, de toute façon, je peux pas me montrer dans l'état où je suis. Et on a eu, nous, dans le collectif, énormément de témoignages qui étaient absolument bouleversants et qu'on a transmis aux médias, qu'on a transmis au ministère. Il y avait des dizaines et dizaines de pages, parce que je transmettais tout. En fait, à l'époque, j'avais tous ces dossiers et je transmettais des fichiers PDF de 100 pages ou 200 pages avec des témoignages de personnes qui racontaient leur vie, et je demandais en fait à ces victimes de dire ce qui leur arrivait. Donc il y avait parfois des témoignages très longs, d'autres très courts, et elles décrivaient leur quotidien. Je ne mange plus, je ne peux plus mâcher, je ne peux plus parler, je ne vais plus au travail, etc., etc. Et donc c'était incroyable. J'ai ce document que j'ai arrêté assez tôt parce qu'il me rendait malade. J'ai dû l'arrêter en mai ou juin 2016, mais qui avait des témoignages qui montrent à quel point la dentisterie bien pratiquée remet dans une trajectoire d'humanité, et quand soit elle est mal pratiquée, soit elle est pratiquée dans un contexte délétère, déshumanise en fait les individus. Et c'est ce qui, par la négative, nous a fait réfléchir après aux conditions d'une dentisterie qui serait favorable à l'intérêt du patient et de la patiente. Donc on en arrive à tout ça. Et du praticien aussi, parce que tu le disais toi-même, les praticiens qui se sont retrouvés parfois un peu malgré eux dans ces situations-là, on n'en a peut-être pas beaucoup parlé, mais je pense que ils en ont gardé aussi des séquelles, certainement. Ils en ont gardé des séquelles. Tous les praticiens qui ont mis du cœur à l'ouvrage, qui ont posé leur art et leur science et leur cœur dans leur pratique à ce moment-là ont été bouleversés. Et je tenais, j'avais pas terminé, à remercier cette dentiste libérale qui m'a soulagé de ma rage de dents réellement. C'est-à-dire qu'elle m'a vraiment traité la racine, etc. Et en me disant, tu ne peux pas continuer comme ça à prendre des antibiotiques pendant des mois, ça va pas être bon, ou à prendre du tramadol, c'est pas gérable. Et donc elle m'a remis en selle sur un parcours en me disant, moi je te fais juste le minimum, donc tu iras te faire soigner après ailleurs, mais je peux pas te laisser comme ça par éthique médicale. Tu souffres, et je veux pas que tu me ramènes d'autres victimes, mais toi je vais te soigner. Parce que je te connaissais d'avant, et que quand bien même on nous interdit de te soigner, je vais quand même te soigner. Il n'y avait pas une interdiction, il y avait... C'était plutôt de l'ordre de la recommandation. Oui, mais en pratique, ça se traduit par des attitudes de fuite. C'est-à-dire que quand le Conseil de l'ordre publie une tribune en disant on met en stand-by le fait d'aller toucher des victimes de dentexia, c'est pour ça que je parlais de double prix. Non seulement les victimes avaient été mutilées, arnaquées, elles étaient en proie à des malfaçons déjà à cette époque, de couronnes qui tombaient,
d'implants qui tombaient au-delà des taux de sinistralité usuels, etc. Mais en plus, elle se voyait refuser l'accès aux soins. Donc c'était doublement injuste en fait. Et ça a été compliqué en fait de travailler avec ça en tête, en se disant, parce que on pourra amalgamer ces grandes décisions du Conseil de l'ordre avec l'ensemble des conseils ordinaux. Or, on a pu voir par exemple qu'à Marseille et même à Lyon en fait jusqu'à un certain point, les conseils ordinaux étaient volontaires et avaient compris à un moment donné que ce qui se jouait, c'était la relation de soins et l'intérêt du patient transformé en victime. Donc on ne peut pas mettre dans un même sac toutes les réactions qui ont pu être produites à ce moment-là, évidemment. Il y a eu ça s'est beaucoup joué aussi sur une réaction de peur, en fin de compte. De peur et puis d'outrage, parce qu'en fait, les libéraux, depuis plusieurs années, n'étaient pas contents de la création de ces centres de santé dentaires à but non lucratif. Et donc, il y avait très vite la possibilité de se saisir de ce drame en disant « Mais regardez, on vous l'avait dit, on vous dit depuis des années que cette loi elle est catastrophique, etc. » Mais l'angle d'attaque était pas complètement pur à ce moment-là, dans ce message-là. Ce message, c'était pas ce qui était audible pour les patients, en fait. Ce qui était audible de la part de la patientèle, c'est « Vous êtes en détresse, on va tout faire pour vous soigner. » Et là, le secteur dans son entier et les libéraux et les entités qui les représentaient s'en seraient tous sortis par le haut. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Il y a eu une tentative ce que je disais, un peu de prise d'otage, et ça m'a valu des menaces de procès de la part de certains conseillers ordinaux à cette époque-là, mais je continue, je le maintiens. C'est-à-dire que il y a eu une tendance à se saisir de ce drame pour dénoncer un problème politique dans lequel ne se reconnaissaient pas les patients et qui concernait juste une sorte d'opposition entre les prérogatives des ARS qui étaient commanditées par la DGOS, qui est l'organe opératoire du ministère de la Santé, et d'un autre côté tous les syndicats libéraux, le Conseil de l'ordre, quand même, pour moi à ce moment-là, j'espère que ça a un peu changé, mais un organisme de lobbying au service des libéraux à ce moment-là, faut quand même le dire. Et donc il y avait une opposition, mais qui n'avait pas à concerner les patients. Le patient et la patiente s'étaient mués en victimes, et il fallait prendre ces victimes pour ce qu'elles étaient, c'est-à-dire des individus souffrantes et souffrants. Et donc c'était ça qu'il aurait fallu déployer. Et finalement, l'ensemble. Oui, la majeure partie de la profession s'est un peu détournée de son devoir d'humanité finalement. Je sais pas si c'est la majeure partie. En tout cas, l'ambiance qu'il y avait, c'était pas une ambiance qui servait le patient, c'est sûr. Mais comme je le dis et je le redis, il y a quand même eu des dentistes qui ont pratiqué leur art et leur science avec leur cœur et leur déontologie, et qui ont rendu des services et qui ont sauvé sans doute des vies en fait à ce moment-là, et il faut leur rendre hommage. C'est-à-dire que quand même, si on est sorti de l'œil du cyclone en 2016, on en est sorti, je pense, en 2017, etc. C'est parce qu'il y a eu tout un ensemble d'acteurs de la dentisterie qui ont joué le jeu et qui ont aidé et qui ont été en fait à la hauteur de leur mission de soignants. Donc ça, il faut le dire, et on peut que les remercier et dire que c'est tout à fait rassurant. Il n'empêche que ça enlève rien du reste de ce qui a pu se passer. Donc voilà, ça a été le combat en 2016, et ensuite, suite à une dernière réunion au ministère de la Santé, une dernière réunion, on va dire, de crise, on a pu obtenir, suite au rapport de l'IGAS, une autre réunion, un ensemble d'autres réunions qui avaient pour objet d'implémenter une aide ministérielle à la reprise des soins. Alors sous un angle qui était tout à fait inédit, puisqu'il n'était pas question pour le législateur, pour les autorités à ce moment-là, de mettre en place un système d'indemnisation qui suppose qu'il y a eu des jugements. Et donc ça relève du ministère de la Justice, et comme il fallait pas qu'il y ait de collusion avec les activités ou les prérogatives du ministère de la Santé, c'était important que ça reste sous le chapeau du ministère de la Santé. Et donc a été inventée cette idée de soumettre des dossiers à une cellule Dentexia, à la Sécurité sociale, qui s'était dit on va essayer de ponctionner sur le Fonds national d'action sociale une partie de l'argent pour aller l'affecter aux victimes de Dentexia. Ce qu'il faut savoir, c'est que les caisses de sécurité sociale locales, et puis à l'échelle nationale, gèrent un fonds d'action sociale qui sert en fait
à prendre en charge des victimes de divers traumas, pathologies, etc. Et ces victimes sont dans des situations financières qui les éloignent de l'offre de soins et de la possibilité d'être prises en charge. Donc ça existe en tout temps, en tout lieu en France, dans les caisses de sécurité sociale. Et donc l'idée du ministère de la Santé, c'était de se dire on va activer ce canal parce qu'il nous permet d'utiliser un dispositif préexistant en l'adaptant pour venir en aide aux victimes de dentexia. Et c'est tout à fait intelligent d'avoir fait ça. Alors c'est très technocratique, mais pour le coup sur le bon versant de la chose. Et donc il y a eu tout un ensemble de dossiers avec des pièces extrêmement compliquées à réunir. Il fallait 3 devis de 3 dentistes différents qui proposaient des plans de traitement qui pouvaient avoir un certain degré de chevauchement, mais pas complètement. C'était déjà compliqué de trouver un praticien. Alors vous imaginez 3. Ouais, pour te recevoir, ouais. 3, c'était compliqué. Alors ça a pris du temps. Et puis d'expliquer aux praticiens que tu voyais en deuxième, que tu avais déjà vu un premier praticien, non? Parce non, que ça souvent, on n'avait pas à le dire, mais par contre, il fallait 3 rendez-vous, donc 3 plans de traitement différents avec des chiffres, c'est-à-dire il fallait des devis chiffrés. Alors si tu allais voir un dentiste qui te disait faut tout recommencer, mettre un dentier, et ça coûtait 5 000 €. Puis t'allais voir un autre dentiste qui te disait ben non, on va pas mettre un dentier parce que t'as, je dis n'importe quoi, 35 ans, il vaut mieux mettre des implants, ben ça allait coûter 25 000 €. Donc il fallait après mettre dans le dossier des devis qui allaient de 5 à 25 000 en disant qu'on voulait pas celui à 5 mais celui à 25 000. Donc ça, enfin c'était pas complètement clair ce qui a pu se passer à ce moment-là, mais surtout ce qui a été compliqué, c'était que la deadline pour soumettre les dossiers était extrêmement serrée parce que il y avait un changement de présidence potentielle et donc de cabinet ministériel. Et donc on allait être confronté au même problème d'héritage de la loi Bachelot qui percolait jusqu'au cabinet de Marisol Touraine. On allait être confronté au même problème s'il y avait un changement de présidence, parce que les cabinets allaient pour partie changer à l'intérieur. Et donc ces nouvelles équipes pouvaient revenir sur ce qui avait été fait et dire ben non, on va pas aider, par exemple. Donc il fallait aller très vite. Et là, quand même, il faut reconnaître que les équipes du cabinet de Marisol Touraine, une fois que l'idée avait pu être intégrée, que les victimes étaient réellement des victimes, qu'elles voulaient pas profiter d'un système, qu'elles voulaient pas ruiner la Sécu, qu'elles étaient dans leur bon droit, quand tout ça a été intégré, rapport de l'IGAS faisant foi, lettre de Jacques Toubon et tout un ensemble d'enquêtes faites par les médias, parce qu'on donnait tout, c'était complètement transparent, et ben en fait le cabinet s'est dit on va réellement mettre quelque chose en place. Et on nous a demandé de chiffrer, on voulait combien, et finalement on a pu s'accorder sur l'idée que c'était pas intéressant de chiffrer, il fallait que les patients envoient un dossier, et qu'à la fin, il y a une cellule avec des dentistes conseils qui acceptent qui arbitrent. Oui, voilà, qui arbitrent, qui acceptent les devis proposés, qui trouvent des trajectoires qui pouvaient faire consensus et sens. Et finalement, on a pu obtenir comme ça 2 millions d'euros à peu près pour 500 victimes, c'est-à-dire très peu. Nous, dans le collectif, on était déjà plus de 3000 et j'avais arrêté les compteurs parce que j'en pouvais plus. Je comptais, je m'en sortais pas avec les tableurs Excel, etc. Donc j'avais arrêté à 3000. Et donc c'est 500 dossiers sur 3000 situations. Et les personnes qui avaient été écartées, c'est parce que les clauses en fait d'obtention de l'aide étaient éminemment stringentes. Il fallait ne pas avoir payé de soins qui n'avaient pas été reçus pour partie, par exemple. C'est-à-dire si on avait tout payé par avance mais qu'il n'y avait pas eu d'acte en bouche, on n'avait pas d'aide. Parce que ça relevait pas, ça relevait pas. Enfin, il n'y a pas de dimension sanitaire. C'est-à-dire que il y avait des dizaines et des dizaines de personnes qui avaient payé leur plan de traitement et qui avaient juste eu un détartrage ou juste une radio panoramique. Et donc elles disaient, mais j'ai payé 10 000 €. Faites une déclaration de créance auprès du mandataire liquidateur. Mais ce qu'il faut dire, et je l'ai pas dit tout à l'heure, c'est que Dentexia a fait faillite avec 27 millions d'euros de passifs. Et comme les victimes sont des créanciers chirographaires, les victimes viennent en dernier dans les processus de remboursement. C'est d'abord les fournisseurs, l'URSSAF, etc. Et comme il y a 27 millions d'euros de passifs, c'est pas demain la veille qu'une seule victime aura de l'argent au civil, parce qu'il y a plus rien dans les caisses. Donc toutes les créances qui avaient été faites par ces personnes qui avaient eu très peu de soins, voire pas de soins du tout, et qui avaient quand même payé par avance,
ces créances ne servent à rien. Et globalement, les créances ne servent à rien parce qu'il n'y a pas d'argent pour aller indemniser les victimes du côté de la procédure de liquidation. Donc ça, c'est aussi dramatique. C'est jamais dit en tant que tel, mais ça fait partie du niveau d'intrication en fait des différents volets de l'affaire, avec du sanitaire, du commercial, du bancaire, du financier, de l'assurantiel, du juridique avec cette histoire de mandataire, etc. Et du pénal avec le procès qui est toujours pas là. Donc c'est quand même un scandale en fait qui est devenu une affaire du fait de la multiplicité et de la diversité de ces volets et du caractère éminemment hétérogène des choses à traiter. Ça n'a rien à voir de chercher une voie pour se faire poser une prothèse en bouche et d'aller au pénal et déposer des plaintes pour obtenir la sanction des responsables potentiellement coupables de ce qui s'est passé. Et c'est pas la même chose que d'aller au civil pour aller négocier une indemnisation du côté de l'assurance ou du côté des dispositifs existants. Et tout ça, ça dépasse en fait le niveau de compréhension initiale des victimes. Moi en tout cas, j'ai découvert tout ça en me disant c'est juste d'un degré de complexité complètement effarant et il faut créer des structures qui permettent d'accompagner des personnes qui vont être perdues et qui vont déployer des comportements erratiques très vite si elles n'ont pas de l'information de première main validée qui leur permettent d'avoir des boussoles pour s'orienter dans des volets qui sont juste très compliqués à gérer. Donc il y a eu cette aide ministérielle à la reprise des soins versée aux dentistes en majeure partie. Ça pouvait être payé, versé à la victime si elle avait avancé les frais de ses soins. Donc elle payait ses soins, puis ensuite l'aide lui était versée sous la forme d'un remboursement. Et ça a concerné que 500 victimes sur les 3000 du collectif, comme je disais. Et puis en parallèle de tout ça, il y a eu 1553 plaintes au tribunal de grande instance de Paris, ce qui fait que c'est l'un des plus gros scandales, si ce n'est le plus gros scandale sanitaire sur le territoire français. On a très vite compris que ça servait à rien d'aller déposer plainte dans les commissariats, parce que les agents de police, les de gendarmerie comprenaient pas ce qui se passait. On disait ils étaient démunis. Puis comme je viens de le relater, c'est tellement complexe en termes de volets différents qu'on savait plus s'il fallait déposer plainte pour un problème de consommation, pour un problème de mutilation, qui est carrément autre chose. Et donc en fait, on a déposé des plaintes d'abord dans les TGI régionaux, on va dire. Et c'était pas efficace, et on s'est dit qu'on allait inonder à peu près en même temps le TGI de Paris, de manière à ce qu'ils prennent conscience du problème au pénal, et on a fait rédiger, donc c'était l'une des recommandations du collectif, faire rédiger des modèles de plainte, etc., en expliquant aux victimes de détailler au maximum ce qui leur était arrivé, mais tout en mettant à l'intérieur des motifs d'inculpation. Parce que sinon ça sert à rien de déposer une plainte en disant j'ai payé pour une prothèse et je l'ai pas. Donc il faut pouvoir dire escroquerie, etc., etc. Et donc on a fait envoyer toutes ces plaintes et j'avoue que je reste très étonné qu'après 1553 plaintes, quand bien même une enquête, une instruction ait pu être diligentée par le TGI de Paris, on n'est toujours pas de procès. Alors qu'on a un scandale de cette envergure-là. Alors en même temps, on a pu obtenir des informations du TGI de Paris qui nous a dit que c'était très long de conduire toutes les expertises médico-judiciaires pour le coup, que c'était extrêmement long, qu'il fallait déployer ça pour des milliers de victimes et que ça allait prendre du temps, et ça prend du temps. Et que par ailleurs, la justice était de moins en moins dotée et pourvue pour faire face à des situations de ce type-là. Et pour que le TGI de Paris l'écrive comme ça, c'est que vraiment ça doit être vrai. Et un dernier point par rapport à ça, donc si des victimes m'écoutent, j'aimerais qu'elles soient non pas rassurées, mais qu'elles aient cette information-là pour remettre en perspective le temps qui s'est écoulé depuis 2016 et qui fait qu'on est 7 ans après la survenue du scandale, sans procès pour l'instant. Les dentistes Gage, père et fils, qui officiaient à Marseille et qui ont fait plus de 200 victimes sur le territoire marseillais, l'enquête n'a abouti qu'au bout de 10 ans. Le procès n'a eu lieu qu'au bout de 10 ans. Donc, si on remet les choses en perspective, il n'est pas anormal que ça prenne du temps aussi pour le scandale d'Antexia, mais on espère quand même que le ministère de la Justice prenne conscience de ce qui
de ce qui s'est passé, puis active un petit peu les choses. Pourquoi ? Ça, c'est un message aussi majeur que j'aimerais faire passer. C'est parce que c'est pas une question d'argent, là. L'immense majorité des victimes a bien compris qu'il y avait rien à glaner du côté soit du mandataire liquidateur, soit même du côté de la justice. Donc il n'y a rien à glaner en termes d'indemnisation qui soit à la hauteur du préjudice financier. Et quand on a dit ça, qu'est-ce qui reste ? Il reste le precium doloris, le fait que beaucoup de victimes ont souffert dans leur corps, dans leur chair, dans leur esprit de ce qui se passait. Et il y a un dernier point, qui est sans doute le point le plus important, c'est que il est éminemment important et significatif que le ministère de la Justice reconnaisse la condition de victime à travers un jugement. Et il n'y a qu'à travers la promulgation d'un jugement que les victimes pourront passer à autre chose et être restaurées dans leur dignité de manière complète et effective. Et ça montre bien que, comme le disait le poète espagnol, l'autre est le plus court chemin de soi à soi. C'est vrai à toutes les échelles. C'est vrai quand on parle d'empathie, de relations de soins, mais c'est vrai y compris pour les entités qui ont été produites par la pensée humaine. C'est-à-dire que le ministère de la Justice est un chemin, fait partie du chemin qui permet à une victime d'être restaurée dans sa dignité et de passer à autre chose. C'est un autre, mais c'est un autre qui a le pouvoir immense de reconnaître le statut de victime. Et donc tout ce que ça implique, tout ce qui s'est passé, qui veut dire on vous a écouté, on vous a entendu, et on juge. Même s'il n'y a pas d'argent en jeu, on a jugé qu'il y avait eu des responsables, et donc qu'il y a des coupables. Et donc on a compris, on a mis en lumière les processus qui s'étaient exercés et qui ont amené à la survenue d'un scandale que vous n'avez pas compris en 2016 et qui vous est tombé dessus et qui a nécessité des années avant que vous ne puissiez reprendre une vie normale. Et donc, pour que vous puissiez reprendre une vie normale dans son entièreté, on va reconnaître votre statut de victime. Donc ça, c'est ce pourquoi il est important et crucial qu'il y ait un procès aujourd'hui pour l'affaire Dentexia. On se retrouve bientôt pour la suite avec le 3e épisode, La Dent Bleue. Vous venez d'écouter un épisode d'Entretien avec un dentiste. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre des étoiles sur votre application de podcast et un commentaire. C'est ce qui permettra à d'autres de le découvrir et surtout, parlez-en tout autour de vous. Vous pouvez retrouver toutes les références de cet épisode sur le descriptif et sur le site internet d'Entretien avec un dentiste. Pauline Bussy du Son Libre était au montage, la musique Last Dance et de Dia Yanopoulou. Les portraits et les séries thématiques d'Entretien avec un dentiste sont à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, mais aussi sur YouTube ou directement sur le site internet d'Entretien avec un dentiste. N'oubliez pas notre nouveau rendez-vous, la newsletter, tous les 2e jeudis du mois. Pour vous y inscrire, suivez le lien dans le descriptif de l'épisode. Et surtout, n'hésitez pas à me laisser un message sur les réseaux sociaux ou sur entretienavecundentiste@gmail.com. Je vous lirai et vous répondrai.